Hey coucou! Je te souhaite la bienvenue sur Créatrice Power, le podcast entièrement dédié au développement de ton entreprise créative. Moi, c'est Eleonora, juriste et conseillère financière le jour et créatrice d'objets en tissu la nuit. J'interviewe pour toi des femmes inspirées, inspirantes et ultra compétentes afin de te donner toutes les clés pour faire grandir ta marque et ton univers. Si tu as envie de laisser ton empreinte dans le monde des créatrices et montrer tout ton talent, tu es au bon endroit. Bonne écoute! À mes chères copines et collègues créatrices, bonjour. Chloé, bienvenue sur Créatrice Power et merci d'avoir accepté mon invitation. En ta qualité d'experte de l'épisode, tu as gentiment accepté de partager avec nous tes connaissances sur Pinterest et les blogs pour nous aider à comprendre si ce sont des outils utiles ou moins pour les créatrices et entrepreneuses créatives. J'aimerais commencer par te demander, Chloé, de bien vouloir te présenter et d'expliquer aux auditrices de Créatrice Power qui tu es, ce que tu fais et comment tu peux les aider au quotidien. Bonjour Eleonora, et puis merci pour ton invitation. Donc moi c'est Chloé et donc mon job c'est d'aider les indépendantes à construire une visibilité pérenne sur le web grâce à deux outils principaux, c'est Pinterest et le blog. Alors, dis-moi un petit peu, j'aime beaucoup demander à mon invité de partager sa devise. Je trouve que c'est très intéressant pour en apprendre à en connaître un petit peu plus sans plonger dans l'intimité de la personne. Ah bah alors moi ma devise c'est tout s'apprend. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on se lance à son compte et qu'on est vraiment en solo, parce qu'on va avoir plein de casquettes à porter et des fois on peut se dire mais catastrophe, il y a beaucoup trop de choses que je ne sais pas faire. Et c'est particulièrement vrai, je trouve, dans le web, parce qu'il y a tous des aspects techniques. On se dit, mais moi, c'est pas mon truc. Alors qu'en fait, vraiment, tout s'apprend. On n'est pas obligé de recommencer par le truc super complexe. Et petit à petit, on monte et tout s'apprend, quoi. Eh bien, merci Chloé, merci beaucoup. Alors, j'ai vraiment hâte de t'écouter nous parler de ces deux types de plateformes. Enfin, je sais pas si on peut tellement appeler ça des plateformes, tu nous diras. Parce que je crois que les créatrices et les entrepreneuses créatives voient ce que c'est. Je suis moins certaine qu'elles comprennent vraiment dans quelle mesure Pinterest et ou un blog peuvent aujourd'hui les aider à vendre plus leur création. Alors, je me trompe peut-être et tu nous expliqueras, mais commençons, si tu le veux bien, par Pinterest. Et pour que nous partions toutes avec les mêmes bases, je te propose de bien vouloir nous expliquer dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Ouais, écoute, je pense qu'il y a pas mal de monde qui comprend pas comment ça fonctionne, Pinterest. Justement, c'est bien dommage. Donc, je suis là pour ça. Parce que, en fait, on est tellement habitué maintenant aux réseaux sociaux et notamment à Instagram qu'on se dit que toute plateforme, c'est un peu un réseau social, quoi. Et on se dit, bah, Pinterest, c'est un réseau social. Alors que Pinterest, c'est pas complètement un réseau social. T'as des éléments du réseau social. Tu peux envoyer des messages privés, tu peux liker, tu peux enregistrer. Mais c'est plus un moteur de recherche, en fait. Avant tout, c'est un moteur de recherche. Donc, plutôt que de le comparer à Instagram, en fait, faut le comparer à Google. Dans l'utilité qu'on en a, c'est ça, quoi. On va sur Pinterest parce qu'on cherche un truc. Donc c'est ça qu'il faut retenir de Pinterest, quoi. Et du coup, bah, l'utilité que ça peut avoir pour les créatrices, et ben c'est de développer une visibilité sur un moteur de recherche. Ça c'est le même avantage que Google, c'est qu'on peut être visible à long terme quand on poste un contenu et qu'il est bien référencé, parce qu'on parle donc de référencement naturel dans les moteurs de recherche. Il est bien référencé, il va avoir de la visibilité pendant très longtemps, contrairement à des publications sur Instagram qui peuvent durer quelques jours. Une épargne Pinterest, pendant des années, elle peut t'apporter du trafic sur ton site, en fait, et donc de la visibilité, et donc t'aider à vendre tes créations, quoi. Ok, donc si je comprends bien, j'entends parler d'épingles, j'entends parler de tableaux. Comment est-ce qu'on introduit le contenu sur Pinterest et comment est-ce qu'on le met en avant alors? Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là parce que c'est vrai que Pinterest, alors il a son propre fonctionnement qui est pas forcément, faut pas se dire fonctionnement bien à lui donc compliqué. En fait, c'est pas forcément une fois que t'as compris comment ça marche
c'est pas un truc énormissime, mais il a son propre fonctionnement et il a aussi son vocabulaire, quoi. Mais comme toutes les plateformes en soi, hein. Donc on a en fait des épingles. Chaque contenu, chaque chose qu'on poste sur Pinterest, qu'on publie sur Pinterest, ça s'appelle une épingle. Que ce soit une photo, un visuel sans photo, une vidéo, c'est toujours c'est une épingle. Et ces épingles, on les range dans des tableaux. Une épingle est forcément enregistrée dans un tableau. En fait, Pinterest, c'est un peu, tu vois, le tableau en liège que dans les années 90, t'aurais accroché dans ta chambre et sur lequel t'aurais épinglé les cartes postales de tes copines et des photos découpées dans Cosmopolitan. C'est pareil, mais en virtuel, quoi. Donc, t'as plein de tableaux pour tes inspirations et quand t'es une pro, ben, pour montrer tes créations, tes articles de blog si tu as un blog, voilà, quoi. Ok, donc n'importe quoi qui se trouve sur Internet, je peux en faire une épingle et alors je l'organise comme je veux dans mon Pinterest. Tout à fait, oui, oui. Et du coup, quand tu es sur un site qui est pas à toi, hein, par exemple, tu es sur Amazon, tu peux épingler un truc d'Amazon sur Pinterest pour t'en souvenir plus tard si tu veux, quoi. Même si on n'aime pas trop Amazon. Alors, j'aimerais bien te demander d'approfondir un petit peu plus ce que les créatrices et les entrepreneuses créatives peuvent faire avec Pinterest. Et pour clarifier cette distinction que je fais, il faut savoir que pour moi, dans le cadre de ce podcast, une créatrice, c'est donc une personne qui va créer de ses mains de manière originale, donc avec ses idées à elle, donc on parle pas de plagiat ou de copie, des œuvres tangibles ou intangibles, donc des choses qu'on peut tout à fait toucher ou des illustrations digitales par exemple. C'est la notion en fait d'originalité qui est au centre de tout. Et l'entrepreneuse créative, c'est une créatrice qui, elle, va vendre ses créations par le biais de son entreprise, donc en ligne, dans les boutiques physiques, sur le marché, les pop-up. Elle crée toutes les deux, mais la première le fait uniquement pour le plaisir et la seconde le fait aussi avec l'ambition de vendre ses créations et de pouvoir en retirer un profit. Alors, en tout cas, moi, l'intérêt premier de Pinterest que je vois, c'est l'inspiration. C'est vraiment trouver de l'inspiration. Mais qu'est-ce que je peux pratiquement faire d'autre pour mettre en avant mes créations? Comment est-ce qu'une entrepreneuse créative pourrait faire? En fait, c'est vrai que Pinterest, c'est vraiment une plateforme qui a été pensée pour l'inspiration, la créativité, le partage de tout ça. Donc bien sûr aujourd'hui c'est plus que ça, mais c'est vraiment ce qui était à l'origine de l'idée. Et donc c'est vrai que du coup il y a cette double utilisation à la fois personnelle et de recherche de visibilité. Donc pour soi en effet on va aller chercher de l'inspiration. Donc là on fait ce qu'on a envie de faire. Et par contre, quand on veut l'utiliser pour développer sa présence en ligne, alors là, pour les créatrices, c'est intéressant si elles veulent vendre en ligne. C'est déjà la première chose à savoir. Une créatrice qui vend ses créations sur les marchés et les salons en Bretagne et qui veut peut-être trouver d'autres événements physiques, mais qui cherche pas à vendre en ligne. Elle a pas d'intérêt à aller sur Pinterest. Franchement, ça va pas. Alors, si ça l'amuse, on peut toujours faire des trucs parce qu'on a le plaisir de le faire. Mais d'un point de vue stratégie, communication, d'amener de nouvelles personnes à toi et tout, ça va pas. Là, ça va pas l'aider, quoi. C'est vraiment intéressant quand tu vends en ligne. D'accord. Et donc, alors, imaginons que je décide de vendre mes créations et que je décide de me servir de Pinterest comme élément de ma stratégie. Qu'est-ce que je fais? Je publie Est-ce que je lis ça à mon compte Instagram et donc chaque fois que je publie quelque chose sur Instagram, je le reprends là ou quelle est l'esthétique? Qu'est-ce que je peux faire pour me créer une présence qui donne envie aux gens d'apprendre à me connaître et connaître mes créations sur Pinterest? Alors, déjà, faut se dire que quand les gens sont sur Pinterest, ils vont donc faire une recherche et c'est comme ça qu'ils vont te découvrir. Par exemple, ils vont chercher bijoux artisanaux là, si tu fais du bijou dans l'artisanat, que tu ressors dans la recherche, que t'es bien placé, c'est comme ça qu'ils vont cliquer sur ton épingle et arriver sur ton site. C'est plus, la démarche, elle est comme ça. Tu vois un truc qui t'intéresse, soit tu l'enregistres dans un de tes tableaux pour de l'inspiration ou pour y revenir plus tard, soit tu cliques dessus pour aller sur le site. Tu vas pas trop aller
voir le profil. Alors les gens s'abonnent quand même au profil, il y a quand même tout cet aspect un peu social, mais là on a quand même cette différence, tu vois, par rapport au réseau social classique. Autre chose importante à savoir aussi sur Pinterest, c'est que chaque épingle, donc chaque contenu qu'on y ajoute, on y ajoute aussi un lien. Donc, toutes les épingles, elles sont cliquables. Donc, l'intérêt, c'est de ramener du monde sur un site externe, en fait. C'est ça on développe la visibilité sur la plateforme et cette visibilité, elle permet de générer du trafic vers un site externe. Ensuite, troisième élément, c'est qu'on va relier du coup ce site externe à Pinterest. On va lier les deux. Et alors là, on a quelque chose qui a beaucoup changé ces dernières années. C'est que avant, tu pouvais lier ton compte Pinterest à ton site internet, à ton compte Etsy, à ta chaîne YouTube, à ton compte Instagram. Tout ça, aujourd'hui, tu peux plus le faire. Tu peux lier Pinterest uniquement avec ton propre site internet. Donc ça, c'est un changement qui est important parce que du coup, tu donnais l'exemple. Est-ce que je peux utiliser Pinterest pour développer mon compte Instagram? Bah, pas trop en fait. La réponse est non. Ça va pas. Ça va pas forcément. Je pense pas que les gens ils vont pas cliquer sur un truc pour se retrouver sur un compte Instagram aujourd'hui. Et en plus, bah du coup, quand tu peux pas relier le site, c'est un peu plus compliqué. Tu pourrais pas suivre, tu vois, savoir est-ce qu'il y a des gens de Pinterest qui arrivent sur Instagram. Ça, tu vas pas pouvoir le savoir. Alors après, je disais qu'on pouvait avant relier Etsy, et ça intéresse sûrement les créatrices. Ah bah oui. Et donc ça, on peut plus le faire non plus, de relier son compte Pinterest à son compte Etsy, ce qui est bien dommage, je trouve, parce que là, vraiment, je trouve qu'ils ont fait un truc qui est pas... Alors après, c'est peut-être leur partenariat avec Etsy qui a évolué d'une façon... des fois, c'est ça aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, sachant que les créatrices devaient quand même occuper une bonne partie de leur utilisatrice. Mais donc, du coup... Là, c'est pareil, en fait, si on peut en soi mettre un lien vers sa boutique Etsy sur ses épingles, seulement dans les chiffres, les données que nous donne Pinterest, on pourra pas trop voir ce qui se passe. Après, si on a sur Etsy, je sais pas si on peut avoir Google Analytics ou quelque chose comme ça qui est lié à Etsy, bah là, on peut voir est-ce que les gens viennent de Pinterest. Donc, c'est moins... un peu plus facile à suivre que sur Instagram où là on vraiment ça sert à rien parce qu'on va même pas pouvoir savoir si ce qu'on fait ça marche quoi. Mais donc voilà, il y a ces petites choses à savoir et du coup j'ai oublié ta question et je ne sais pas si je suis en train d'y répondre. La question était un petit peu, la question était de savoir si le Pinterest pouvait servir aux créatrices et aux entrepreneuses. Mais donc tu as tout à fait répondu. Du coup, c'est important de savoir tous les éléments que je viens de donner là pour comprendre comment ça marche et est-ce que c'est intéressant ou pas. Et donc, du coup, c'est intéressant pour les créatrices qui veulent avoir leur propre site internet, qui l'ont déjà ou qui veulent l'avoir et qui ont quelque chose dessus, quoi. Si tu as un site vitrine avec 2 pages, tu vas pas avoir assez de choses à épingler sur Pinterest. Donc, faut avoir régulièrement des nouveaux produits ou des articles de blog ou avoir énormément de produits. Mais bon, les créatrices, généralement, elles n'ont pas 2000 produits dans leur catalogue. Donc, avoir régulièrement de nouvelles choses, des nouveaux produits ou des articles à pouvoir partager sur Pinterest pour pouvoir être régulière sur la plateforme, en fait, pour pouvoir être présente, quoi. Il faut publier des trucs pour que l'algorithme y mette en avant ton contenu, quoi. Bien sûr. Alors, maintenant, la question à 1 million d'euros. Est-ce que toi, tu conseillerais aux entrepreneuses créatives d'utiliser Pinterest dans leur stratégie de vente, donc vraiment s'investir à fond dans le fait de développer leur Pinterest? Et si oui, comment est-ce qu'elles doivent faire pour maximiser leurs chances de vendre leur création par ce biais? Tu y as déjà un petit peu répondu, mais pour résumer un petit peu tout ça. En fait, est-ce que je le conseillerais? Ça dépend. D'accord. Parce que, je pense que dans les créatrices, en fait, il y a énormément de profils entre la personne qui vend des illustrations, entre la personne qui vend des modèles de crochet ou celle qui vend des objets zéro déchet. C'est pas du tout le même produit, donc c'est pas du tout la même approche, donc je dirais ouais, ça dépend. Et pour se dire est-ce que pour moi ça peut marcher,
déjà, donc se rappeler ce que je viens de dire là. Est-ce que j'ai la possibilité de régulièrement amener des choses sur la plateforme? Bon, sachant qu'un même contenu, on peut le partager. Si j'ai un produit, je peux l'épingler régulièrement. Mais bon, je vais pas épingler les deux mêmes produits tout le temps, toutes les semaines. Là, c'est un peu du spam, quoi. Donc, on peut quand même faire rouler un peu sa base de produits et d'articles de blog qu'on a. Ça, on peut, voilà, un peu faire rouler tout ça, mais il faut quand même avoir une quantité de contenu suffisante. Et de se dire aussi, est-ce que pour moi, ce que je fais, c'est pertinent Pinterest? Donc, d'ouvrir Pinterest et de chercher, de commencer à taper des mots-clés dans la barre de recherche en fonction de ses créations ou de sa thématique élargie. Notre créatrice qui fait des trucs de zéro déchet, elle pourrait chercher zéro déchet, maison écologique, je sais pas, tu vois, et voir est-ce que Pinterest me propose de lui-même des mots. Ça, c'est bon signe. Quand Pinterest te propose des trucs qui te semblent pertinents par rapport à ce que tu fais, ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent ça. Et de regarder ce qu'il y a dans les résultats, voilà, un peu, et d'estimer, de dire, est-ce qu'une place pour moi, est-ce que mon truc, ça intéresse les gens qui sont sur Pinterest, quoi. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on fait la recherche inverse de la recherche qu'on pourrait faire sur, par exemple, Instagram. Donc là, on vient voir s'il y a assez de contenu pour en déduire qu'il y a une audience pour ce qu'on propose. Alors que sur Instagram, on se dit, est-ce que j'arrive avec une idée novatrice et est-ce que je suis pas là 500 millième à proposer la même chose? Après, t'es novatrice dans ton approche aussi, hein. Et quand on a un moteur de recherche, les gens ils nous trouvent parce qu'ils cherchent un truc, quoi. Donc nous on répond à la recherche. Donc alors la recherche, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un besoin. Ils peuvent se poser une question, avoir un truc très pratique, tout bête. Comment je fais pour couvrir mes bols sans utiliser de cellophane? Ils peuvent avoir recherché de l'inspiration, voilà. Donc ça peut être vraiment très très varié comme type de recherche. Il suffit qu'on pense nous-mêmes à ce qu'on cherche dans Google tous les jours. Ça va de tout à n'importe quoi. Mais du coup, il faut que pour qu'on arrive dans les résultats de recherche, il faut qu'il y ait eu une recherche, quoi. Et donc c'est ça qu'il faut quand même qu'il faut garder en tête. Et donc, faut plus se baser, voilà, sur ça, sur les mots-clés qu'on peut avoir. On estime un peu ce qu'il y a dans la recherche, mais c'est pas parce qu'il y a pas forcément, on se dit, il y a pas de concurrence, ça peut être positif s'il y a des mots-clés. Moi, j'ai un blog qui cartonne sur Pinterest où je parle de mode et de relations au corps. Mais en fait, c'est clairement un sujet que les gens cherchent, mais il n'y a pas de concurrence, quoi. Donc, du coup, tout le monde chez moi. C'est un peu ça, quoi. Il y a très peu de concurrence, donc tant mieux pour moi. Donc voilà, des fois, faut pas se dire dans les résultats de recherche, il y a rien, ça veut dire que c'est pas pour moi, quoi. Mais ça permet de voir un peu où on en est et de voir aussi si la concurrence elle est très élevée ou pas, quoi. Si les résultats sont très qualitatifs, les visuels sont tous très travaillés, tu sais que c'est des pros qui sont là, quoi. Il suffit pour regarder un petit peu, tu cherches, fais des recherches en lien avec tout ce qui est marketing. Donc du coup, c'est pas la thématique des créatrices, mais alors là, du coup, c'est que des pros. Ah oui, bien sûr. Alors tout est nickel, tout est travaillé, tout est réfléchi, tout est stratégique. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, je retiens pour nos auditrices que à ce stade-ci de Pinterest, puisque bon, ça peut changer évidemment et ça va changer, mais que si on n'a pas un site internet allié à ce Pinterest, en tout cas, ça n'a déjà pas d'intérêt. Ouais, moi je trouve pas ça hyper. Enfin, il y a tellement de façons de communiquer aujourd'hui que si on choisit un outil, faut pouvoir utiliser ses fonctionnalités principales. À fond, quoi. Enfin, et l'utilité de Pinterest, c'est de ramener des gens sur ton site. Donc, je suis sûre qu'il y a des créatrices sans site qui trouveraient peut-être un intérêt à Pinterest, hein, mais en fait, il y a peut-être un outil qui est bien plus adapté à vous. Allez sur TikTok, allez sur Instagram si vous n'avez pas de site et si vous n'avez pas l'intention d'en avoir un. Oui, bien sûr, mais est-ce que je peux me permettre la comparaison de Pinterest avec un Google Images organisé ou c'est un petit peu aller trop loin? Oui, c'est ça. Non, bah vraiment, moi je le compare tout le temps à Google parce que les gens savent ce que c'est Google. C'est Google avec des images, quoi. Ok. Eh bien, écoute, et rangé dans des tableaux. Et organisé, du coup, et rangé. C'est ça, exactement ce que tu disais. Ouais. Alors, j'aimerais maintenant aborder avec toi le sujet du blog. J'ai une première question qui me vient en tête. Quelle est déjà la différence entre un blog et un site internet? Et est-ce qu'il faut, en tant qu'entrepreneuse créative, absolument avoir les deux? Alors, un blog, c'est un site internet. En fait,
comment définir un site internet? C'est un site internet. Et dans l'esprit plutôt. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ce sont tous les deux des pages qu'on trouve sur Internet. Voilà, et qui t'appartiennent entièrement. Ton site, il t'appartient. Ton compte Instagram, il t'appartient qu'à moitié, quoi. Il appartient surtout à Instagram. Instagram peut décider de fermer ton compte, de censurer des publications. Ton site internet, il est à toi. Alors bien sûr, il peut aussi se faire pirater, être cassé, ne pas être référencé dans les moteurs de recherche. Faut pas. C'est vrai que c'est souvent des arguments qu'on dit sur le blog et la newsletter, parce que la newsletter va beaucoup avec le blog. On dit c'est complètement à toi. Alors oui, c'est complètement à toi, mais tu peux aussi perdre ton contenu. L'un n'empêche pas l'autre. Donc voilà. Donc le blog, c'est quand sur ton site internet tu publies des articles, tout simplement. Si tu publies des articles régulièrement sur ton site internet, tu vas créer une partie blog. Donc, tu auras tout le reste de ton site. Tu peux avoir, tu auras ta page d'accueil, ta page à propos. Tu peux avoir des pages aussi qui ne sont pas des articles, qui expliquent peut-être ta démarche. Et après, tu vas pouvoir publier régulièrement des articles. Ça, c'est ton blog. Et tu peux aussi avoir, du coup, ta boutique en ligne sur le même site, quoi. Ok. Effectivement, pour moi, le blog, c'est un peu un journal intime avec une connotation intime, donc on apporte un peu d'intime, un peu désuet aussi, mais je comprends immédiatement son usage pour les personnes physiques, tu vois, donc des créateurs de contenu, des militants, des personnes qui veulent créer une proximité avec leur audience, mais j'arrive moins à voir cette utilité directe pour une marque. Alors attention, je dis pas qu'une marque ne doit pas créer un lien, une proximité avec son audience, c'est tout le contraire, mais je ne vois juste pas pourquoi choisir le blog et peut-être pas un autre canal pour le faire. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, c'est vrai que au début du blog, en fait, le blog, c'est le dinosaure du web. Il est né, il était là en premier, quoi. Il était là avant les réseaux sociaux. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le web, d'ailleurs, je travaillais pour une blogueuse. Et à l'époque, les influenceurs de l'époque, on n'utilisait pas le mot influenceur, mais les gens qui étaient connus sur le web, ils avaient tous un blog parce que les réseaux sociaux, ça n'existait pas, en fait. Donc du coup, il y avait ce côté intime qu'aujourd'hui, on va aller retrouver plus sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, du coup, le blog, il a perdu complètement cet intérêt du journal intime, sauf si tu le fais de façon personnelle pour partager ton voyage en Australie avec ta famille, quoi, tu vois. Mais là, on sort du cadre professionnel. Et du coup, pour les créatrices, c'est intéressant. Alors déjà, c'est intéressant si tu veux développer ton site, tu veux que ce soit un peu plus que 3-4 pages qui montrent ce que tu fais. Si tu veux vraiment avoir si t'as défini qu'avoir un site c'était important, avoir un blog, est-ce que ça permettrait pas de développer plus ce site, d'avoir plus de choses à donner? Et surtout, c'est hyper intéressant quand tu veux ressortir dans Google ou dans Pinterest parce que tu vas pouvoir créer du contenu. Comme je disais, sur Pinterest, c'est bien d'avoir des trucs à partager. Quand tu écris des articles de blog, tu as régulièrement des nouveaux trucs à partager, même si toi, t'as pas 150 000 produits dans ta boutique, quoi. Donc, du coup, ce que je disais tout à l'heure, quand tu me demandais est-ce que Pinterest, c'est intéressant pour les créatrices, et que je te disais, oui et non, ça dépend des profils. C'est pareil pour le blog, en fait, ça dépend des profils. Faut se poser la question de qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur mon blog déjà. Mais c'est la question suivante, c'est qu'est-ce qu'une marque peut justement mettre comme contenu, comme type de contenu sur sa page blog? Alors le plus évident, c'est d'apporter des solutions à des questions. Donc si ton audience elle se pose des questions en rapport avec ce que tu fais, alors ton blog c'est top pour répondre à tout ça. Parce que ces questions, elles les cherchent sûrement sur Pinterest et sur Google. Donc toi, boum, t'as la réponse, quoi. Donc tu les amènes comme ça. Ça te permet aussi d'amener de nouvelles personnes. C'est comme Pinterest, le blog, voilà, c'est ça cet intérêt, c'est d'amener de nouvelles personnes qui te connaissent pas encore, parce que tu leur apportes de l'inspiration, où tu as été dans le résultat de recherche du truc qu'elle cherchait. Donc voilà, apporter des solutions, mais aussi apporter l'inspiration. Des gens qui cherchent des idées cadeaux, on peut leur faire des sélections d'idées cadeaux. Là, je viens, le premier truc qui me vient en tête n'est pas forcément le meilleur exemple, mais voilà, pour se faire
pour se faire un peu une idée. Par contre, c'est vrai que si c'est juste pour raconter ton processus créatif ou les backstage de ton entreprise, enfin, ça va pas être intéressant d'un point de vue référencement et apporter de nouvelles personnes, quoi. Parce que personne va aller chercher comment ça se passe les backstage d'une entreprise créative, tu vois. Enfin, ça c'est pas quelque chose que tu vas aller chercher, quoi. C'est plus quelque chose qu'on partage sur Instagram ou sur TikTok, justement. C'est ça, ou dans ta newsletter, ou après tu peux le mettre sur ton blog parce que tu as envie que sur ton site, il y ait ce genre de choses qui arrivent quand on visite ton site, mais tu sais que c'est pas comme ça que tu vas amener du monde, quoi. Je pense qu'il faut se poser la question, si on a envie d'avoir un blog ou si on se demande est-ce que c'est intéressant pour moi, il faut se poser deux questions. Alors déjà, c'est quoi l'objectif? Est-ce que l'objectif c'est de parler de mon univers et tout, que ce soit sur mon site, et comme ça, bah les gens quand ils trouvent ma carte de visite, s'ils vont sur mon site, ils peuvent en voir un peu plus. Bon, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de publier forcément des contenus hyper régulièrement, mais de temps en temps, quand on a un truc à dire, on peut le faire, quoi. Et si l'objectif, c'est que de nouvelles personnes me découvrent grâce à mon blog, bon, bah, dans ce cas-là, il faut que j'apporte des solutions, de l'inspiration, que je réponde à des questionnements, tout ça que ma cliente idéale, elle pourrait avoir. Et du coup, la deuxième question à se poser, c'est comment les gens ils arrivent sur mon site. Parce que si les gens ils vont pas arriver par Instagram, hein. Ils vont arriver un peu par Instagram, mais on n'oublie pas que sur le web, on est tous feignants. Si on est sur Instagram, on va peut-être cliquer parfois sur un. En plus, Instagram ne nous incite pas à quitter Instagram. Faut faire un effort. Et en plus, il nous demande si on est sûr de vouloir quitter la plateforme. Ouais, voilà. Donc, vraiment. Du coup, tu quittes pas trop Instagram. Pinterest, lui, il nous incite plus à quitter Pinterest. Sous les épingles, il va y avoir écrit, alors je sais plus s'il y a écrit lire ou il y a vraiment un bouton pour cliquer, pour dire oui, je veux aller voir la suite, quoi. Donc, ouais, se poser cette question de les gens qui vont lire mon blog, est-ce que j'ai besoin qu'il y ait quand même beaucoup de monde qui arrive, est-ce que c'est vraiment un point d'arrivée important dans ma communication? Et dans ce cas, les gens, ils arrivent d'où, quoi? S'ils arrivent de Pinterest ou de Google, il faut que je leur donne des trucs qui vont arriver dans leur recherche, quoi. Donc voilà, c'est un peu toute la réflexion autour de ça à se faire pour se dire est-ce que c'est pertinent pour moi? Et du coup, c'est pas pertinent pour certaines personnes et c'est très très pertinent pour d'autres. Et comme il y a plein de profils de créatrices, il y en a pour qui ça va être hyper intéressant et d'autres un petit peu moins, quoi. Mais c'est très très intéressant. Sincèrement, j'apprécie énormément parce que super, merci. Sont des choses que... Et tu vois, même là, je pense à quelque chose d'autre parce que là, en fait, on parle de un peu de c'est pertinent, c'est pas pertinent. Est-ce que c'est pertinent aussi pour toi en tant que personne? Parce que donc sur le web, on l'a dit, il y a plein de façons de communiquer. Le blog, c'est de l'écrit. Est-ce que t'as envie d'écrire, quoi? Si t'as un truc pour l'écriture, que t'aimes ça, bon, bah, c'est un média qui vaut peut-être le coup. Si ça te saoule d'écrire et que tu as des sueurs froides en pensant aux dissertations du lycée, peut-être que, bah, pas le blog, quoi. Effectivement. Alors, je te remercie, Chloé. Je voudrais te demander si tu avais un conseil à donner aux créatrices et aux entrepreneuses créatives. Quel serait-il? Bah moi, j'aurais envie de leur dire que faut bien garder en tête que c'est un marathon, et c'est pas un sprint, quoi. Et ça, c'est vrai, je pense, pour beaucoup de moyens de communication en ligne. C'est particulièrement vrai quand on a un blog ou quand on utilise Pinterest. Faut pas baisser les bras parce que au bout d'une semaine, ça va pas marcher, quoi. C'est la régularité dans le temps qui paye et faut aussi se dire bah quand on commence, on sait pas tout bien faire. Mais vaut mieux, faut y aller, faut commencer. Ça va peut-être pas marcher hyper vite parce que du coup, je sais pas comment faire, mais je vais apprendre petit à petit et puis je vais rester régulière et ça, c'est ça qui finira par payer, quoi. Et des fois, bah faut de la patience.
Merci beaucoup encore. Je voulais terminer cette interview en te demandant de me recommander alors soit une créatrice, soit une experte qui pourrait aider les créatrices pour l'interviewer dans ce podcast. Quelqu'un qui, tu penses, aurait des choses à dire et à apprendre aux créatrices et entrepreneuses créatives. Eh ben, écoute, ouais, j'ai une collègue entrepreneur à vous recommander justement parce que on a beaucoup parlé du fait d'avoir un site internet. Et alors, autant moi, j'aide à savoir à écrire de bons articles de blog, à penser à son référencement naturel et tout ça. Mais faut déjà avoir le site qui est là, qui est construit, qui existe, quoi. Et ça, je pense que c'est une énorme barrière pour les gens qui sont pas forcément super branchés technologie ou juste qui savent pas faire et qui se disent mais il faut construire un site alors que créer un compte Instagram, c'est tellement plus rapide, je vais juste faire ça. Et du coup, je pense à Aurélie de Digital Woman. Je t'enverrai le lien de son compte. Et parce qu'en fait, elle, ce qu'elle propose, c'est des templates de sites et elle accompagne pour le mettre en place. Donc, elle a une solution moins chère que de demander à quelqu'un de faire tout ton site pour toi. En même temps, en plus, du coup, je trouve que t'apprends aussi à faire le truc. Et en même temps, elle t'offre une solution d'un truc qui est joli et fonctionnel, quoi. Eh bien, merci beaucoup, c'est noté. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Je précise aux auditrices que toutes tes informations se trouvent en description de l'épisode et n'hésitez pas à aller trouver Chloé sur ces plateformes parce que ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Chloé de Démo Édité, merci mille fois à toi. Merci beaucoup à toi, c'était super. À bientôt, merci. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Créatrice Power. J'espère qu'il t'a apporté inspiration, connaissance et de quoi nourrir ta réflexion pour faire grandir ton entreprise créative et ta marque. N'hésite pas à noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de grandir avec toi et de fournir toujours plus de contenu de qualité. Rejoins-moi sur la page Instagram de Créatrice Power pour obtenir davantage de conseils et d'inspiration entre chaque épisode du podcast. Je t'y accompagne de 1001 façons pour faire briller ta créativité et réaliser tes rêves. À bientôt.